Alors bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent en ligne. Je suis en direct donc avec Felwine Sarr, intellectuel, philosophe, écrivain, professeur d'économie sénégalais. Felwine Sarr, bonjour. Bonjour Eva. On va attendre quelques minutes que tout le monde nous rejoigne. On va commencer. Alors, Felwine Sarr, parmi vos multiples casquettes, vous êtes notamment le cofondateur de la maison d'édition sénégalaise Jimsan, qui a coédité avec l'éditeur français Philippe Ray le 4e roman du jeune auteur sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, prix Goncourt 2021 pour La plus secrète mémoire des hommes, une œuvre publiée entre les deux continents. Donc, comment s'est passée cette collaboration? Est-ce que ces ponts vous semblent essentiels aujourd'hui pour valoriser la littérature africaine? Oui, il me semble important. Donc, pour revenir sur la collaboration avec Philippe Ray, on avait déjà coédité en 2018 son précédent roman De purs hommes. Et Jimsan travaille avec Philippe Ray depuis 2013-2014. On avait coédité aussi Comment philosopher en islam de Souleymane Bachir Diagne. Donc, il y a des textes que nous éditons seuls, donc l'appelé de Malik Fall et d'autres textes. Il y a des textes pour lesquels on travaille avec Philippe. Et dans un premier temps, l'idée pour Jimsan, c'était de pouvoir bénéficier d'un réseau de distribution assez large dans l'espace francophone, la France, la Suisse et la Belgique, là où notre maison d'édition n'était pas assez implantée. Et le travail, je veux dire, entre les deux rives du continent sur la longue durée, donc, nous a valu cette belle satisfaction du Goncourt 2018. Et je trouve que c'est une belle image de ce qui peut être fait, tu vois, de part et d'autre, donc de l'Atlantique, dans l'espace culturel. Lorsqu'on a une vision qui est convergente et lorsque entre les deux institutions, il y a un respect, je dirais, mutuel, et surtout un travail sur la longue durée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a eu ce prix en 2021, mais on travaille ensemble depuis 2013. Oui. Et pour revenir donc au cœur du roman, donc le personnage de Tessé Eliman, qui est donc au cœur de l'intrigue de ce livre, est inspiré du parcours littéraire tragicomique, si j'ose dire, de Yambo Wologem, donc cet écrivain malien, prix Renaudot en 1968 pour Le devoir de violence. Donc un roman autant salué que critiqué, puisqu'il a été accusé a posteriori de plagiat. L'auteur s'en est défendu et a mis en avant cette technique du collage et de citation. Toujours est-il que l'écrivain a fini par rentrer au pays tout en continuant d'écrire, mais il s'est écarté des médias et du cercle littéraire français. Que vous inspire ce personnage? Est-ce qu'il vous fascine autant qu'il a fasciné Mbougar Sarr? Moi, je trouve vraiment intéressant. Je suis moins fasciné par Mbougar Sarr que à propos de la figure de Yambo, mais je la trouve extrêmement intéressante et significative. Donc, comme vous l'avez dit, en 68, il obtient le prix Renaudot, il est encensé par la critique, et après, on l'accuse de plagiat, il s'en défend. À l'époque, il y a plein de mouvements littéraires qui analysent le plagiat en Amérique latine. D'ailleurs, Mbougar Sarr le dit lui-même, un écrivain n'est-il pas un plagiaire talentueux, tout écrivain, avec l'idée de l'intertextualité du collage. Mais il semblerait qu'en fait, qu'on refusait à Yambo la qualité littéraire qui était la sienne du fait qu'il était africain et qu'il venait du Mali. Il y avait une sorte de suspicion. Et il y avait aussi une sorte d'ambiguïté de l'accueillir dans le panthéon des lettres, mais en même temps de l'en ressortir violemment. Donc, il a eu un destin, je dirais, romanesque. Il est rentré au Mali. Il s'est vraiment retiré dans une forme de silence. Il a peut-être écrit un texte après, mais il n'a plus participé à la vie littéraire. Il y a tout un tas de légendes autour de sa retraite au Mali. Il se serait retiré aussi dans une quête mystique, dans l'islam, dans le soufisme. Et il ne voulait plus entendre de parler de son œuvre. Et je pense que c'est un destin totalement romanesque que Mohamed a pu reprendre de très belle manière et mettre en abîme dans ce roman-là. Mais c'est une invitation aussi au destin des écrivains africains de cette époque et à la place de la littérature africaine dans l'imaginaire de la littérature en langue française. Et je pense que
donc il y a des choses à analyser aussi sur la longue durée. Comment les écrivains africains ont été reçus et comment est-ce qu'ils ont été dans une relation de je t'aime, moi non plus, avec une forme d'ambiguïté dans l'espace linguistique de la francophonie et surtout dans cette république des lettres qui est la littérature, qui est l'un des grands marqueurs symboliques de la culture française, et comment est-ce qu'on a négocié l'irruption des autres francophones dans cet espace-là et l'appropriation des autres francophones de cette langue et de cet outil qui est le roman, donc 50 ans après. Oui. Donc avec La plus secrète mémoire des hommes, Bongar Sarr est devenu le premier écrivain d'Afrique subsaharienne à recevoir le plus prestigieux prix littéraire français, donc le Goncourt. 100 ans avant lui, un autre auteur a marqué l'histoire. Il s'agit d'un ultramarin, donc l'écrivain René Maran, qui devenait le premier écrivain noir à remporter le Goncourt, donc en 1921, donc, pour Batouala, véritable roman nègre, une critique du colonialisme français pour synthétiser grossièrement son œuvre. Ce roman a été considéré a posteriori pour beaucoup comme précurseur de la pensée de la négritude. Que peut-on retenir justement de la pensée de René Maran, de ce roman un siècle après sa parution? Je pense que on peut en retenir plusieurs choses. Comme vous venez de le dire, c'était une réelle critique du fait colonial dans l'espace romanesque. Et je trouve qu'il est assez étonnant de se dire qu'en 1921, qu'un tel roman ait pu obtenir le prix Goncourt. Et que, à mon avis, il est intéressant d'analyser le contexte de l'époque. Parce que la glorification du fait colonial a perduré dans l'imaginaire de l'Empire français. Il y a eu des expositions coloniales après 1921. Et René Maran est bien évidemment un précurseur de la négritude, comme toute la Harlem Renaissance, comme tous les mouvements des Noirs et de la African Personality à Amsterdam, en Angleterre. Et je pense que comme son homologue, l'autre Guyanais, donc Damas, qui est l'un des trois pères fondateurs de la négritude, donc il a apporté aussi là une forme d'inscription dans l'imaginaire, dans l'imaginaire de l'écriture en langue française, une réalité, une critique donc d'un fait qui était considéré comme un fait civilisationnel. Et c'est très symptomatique de se dire que il a fallu attendre un siècle pour qu'il y ait un écrivain au sud du Sahara. Je pense que dans la recension, il faut pas oublier Marie Ndiaye, 2009, trois femmes puissantes, même si elle est de nationalité française, c'est quand même une métisse franco-sénégalaise. Donc, je pense qu'il faut la comptabiliser. Mais quand même, il faut se rendre compte qu'il a fallu quand même un siècle pour que des Africains au sud du Sahara qui écrivent cette langue depuis très longtemps, qui produisent une littérature hyper importante depuis très longtemps, le Sénégal, le Congo, beaucoup de pays ont une littérature exceptionnelle en langue française et qu'il a fallu quand même attendre un siècle pour que ce prix soit à nouveau décerné. Oui. Alors, autre sujet qui a marqué cette année, évidemment, c'est celui de la restitution des œuvres d'art au Bénin. Donc, en novembre 2018, à la demande du président français Emmanuel Macron, vous êtes chargé d'écrire avec l'historienne de l'art Bénédicte Savoie un rapport sur la restitution des œuvres, donc intitulé « Restituer le patrimoine africain ». En novembre dernier, les 26 œuvres des trésors royaux d'Amobé qui étaient conservés au musée parisien du Quai Branly ont été rendus à Cotonou, restitués à Cotonou. Donc les musées français ont fait leur part. La France a fait des efforts sur la question coloniale. Pour autant, est-ce qu'on peut se poser aussi la question de la responsabilité des pays européens, comme la Belgique, qui est, il me semble, en train d'écrire une loi le gouvernement belge est en train de préparer une loi sur la restitution des œuvres à la RDC. Mais il y a aussi l'Allemagne, le Portugal. Où en sont justement ces pays? En fait, je pense qu'en Belgique, il y a un parlementaire qui s'appelle Thomas Dermine, qui a fait un rapport qui est absolument important, dans lequel il préconise d'aliéner les objets, parce que les objets qui ont été pris au Congo, intégrés dans le patrimoine national belge, comme en France, étaient considérés comme inaliénables. Donc, il propose de les aliéner à des fins de restitution et de transférer la propriété au Congo. Et donc, ce pas juridique important ouvre la voie à des restitutions pratiques. Et lorsque vous allez aujourd'hui au musée de Tervuren, qui a été rebaptisé Africa Museum, vous voyez pour certains objets des cartels qui indiquent qu'ils sont en voie d'être restitués.
Donc la Belgique a fait un pas important et il a commencé son pas dans le domaine juridique. Il semble être l'un des verrous les plus difficiles à faire sauter. L'Allemagne a engagé des discussions sérieuses avec le Nigeria pour rendre des bronzes du Bénin. Il y a plus de 1100 bronzes du Bénin au Humboldt Forum à Berlin et ils veulent en rendre une fraction absolument significative. Et il semblerait que c'est bien engagé et que cette restitution aura lieu. Il faut rajouter aussi donc l'Écosse et la Hollande qui ont fait des pas aussi si significatifs et quelques musées ça et là, y compris en Angleterre, Aberdeen. Il y a des musées universitaires qui font un travail, même si le British Museum et l'Angleterre refusent le débat, mais quelques musées rendent des objets. Donc le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a un mouvement européen, il y a une sorte de tectonique qui est en train de se mettre en place. Et j'aurais du mal à anticiper la finalité de tout ça, mais j'ai l'impression que c'est une fenêtre de l'histoire qui est ouverte et qu'on aura du mal à refermer. Parce que la question de la restitution, c'est une question d'équité, de justice patrimoniale. Et puis, il est absolument important que le mouvement ne s'arrête pas. Je dirais que la France a fait un pas important. Elle n'a pas fini de faire des pas et que ce n'est pas la fin de l'histoire. Et que cette restitution des 26 objets, elle est importante puisqu'elle ouvre un chemin, mais il ne faut pas s'en limiter là. Et le travail doit continuer. Il y a d'autres demandes qui sont arrivées de 6 pays africains durant l'année 2019, donc quelques milliers d'objets. Et je sais qu'il y a une commission qui est mise en place pour réfléchir à une loi cadre, puisqu'on a voté des lois spécifiques pour restituer des objets au Sénégal et au Bénin, mais il faudrait un dispositif juridique beaucoup plus large pour ouvrir la voie à des restitutions beaucoup plus significatives. Et je sais aussi que les pays africains s'organisent, que la CEDEAO, elle s'organise, et que l'Union africaine a commencé à s'organiser pour avoir une position globale commune, donc pour que l'agenda de la restitution ne soit pas juste dictée par la France, l'Allemagne ou la Belgique, mais qui est un mouvement qui vienne du continent et qui fasse que cette question-là ne soit pas laissée au bon vouloir des Occidentaux selon leur rythme, leur désir et leur temporalité. Et je trouve important aussi que cette question-là soit vue de la perspective africaine et de rappeler que les dynamiques qui nous ont amenés là sont d'abord africaines. Elles ont commencé dans les années 60, elles se sont estampées, elles sont revenues dans les années 70, dans les années 80 avec l'appel d'Amadou Mokhtar Mbow. Et il y a quelques pays qui n'ont pas cédé. Le Bénin a continué à faire des demandes en 2016, le Nigeria, donc l'Éthiopie. Et je pense que ces 3 pays-là ont été la fer de lance de la réclamation dans le long terme. Et le fait qu'il y ait des premières institutions encourage les autres qui s'étaient découragés à reposer cette question-là et en faire une question sociétale et relationnelle. Une question qui est éludée aussi dans ce débat-là, c'est celle des collectionneurs privés. Le rapport Savoie-Sarr se concentrait sur les collections publiques. Pour autant, est-ce qu'on peut quand même aller plus loin dans la réflexion et se poser la question de la restitution des œuvres acquises par les collectionneurs privés pendant les indépendances, des œuvres qui sont vendues aux enchères? Alors j'imagine qu'il est difficile de savoir celles qui ont été bien ou mal acquises, mais voilà, est-ce que selon vous, il faut s'attaquer aussi à ces collections privées? Je pense qu'il faut le faire. Je pense que c'est une question difficile et délicate parce que autant on peut aller dans un musée, dans une collection publique, faire un travail d'inventaire, faire un travail de provenance, autant c'est une tâche titanesque de répertorier toutes les collections privées. Et la provenance aussi, c'est quelque chose de délicat à établir. Mais il y a eu quelques exemples. Il y a eu à Nantes, l'année dernière, une tentative de vendre des objets qui appartenaient au patrimoine du Bénin. Et des activistes se sont interposés. Finalement, la vente n'a pas eu lieu. Et les institutions de vente ont reculé. Et le Bénin a décidé de racheter ces objets-là, de les réintégrer dans son patrimoine. Et je pense qu'il y a aussi ce travail sur les collections publiques envoie un signal au marché de l'art. Parce que le marché de l'art est quand même central dans cette histoire. Les gens achètent des objets, des fois ils achètent des objets mal acquis ou des objets dont la provenance est douteuse. Donc, dès l'instant que cette question a été posée, je pense que les acquéreurs feront de plus en plus gaffe, puisque avec l'idée que s'ils ne sont pas en mesure de prouver la légalité ou la légitimité de l'acquisition, et ils pourraient s'exposer à devoir restituer. Donc je pense que c'est un chantier qu'il faut entreprendre. Je souligne juste qu'il est difficile et délicat. Oui. Difficile et délicat. Donc, vu la spécificité des collections privées. Justement, à quel moment une vente peut-elle être considérée comme forcée? Où se place la limite?
Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a déjà la question des conditions de la vente. Il y a la question des conditions du consentement et de la symétrie du vendeur et de l'acheteur. On sait que dans des conditions d'asymétrie, si on pense aux biens juifs spoliés durant la Seconde Guerre mondiale, bah, lorsque des juifs fuyaient le nazisme, voulaient émigrer aux États-Unis, étaient dans les conditions de vulnérabilité et qu'ils vendaient des tableaux de maître de leur patrimoine à des prix, à vil prix, on a considéré que cette vente-là n'était pas valable dans le long terme. Lorsque les descendants et les ayants droit ont réclamé les objets au musée, même si les musées les avaient achetés de très bonne foi dans une chaîne longue, on a considéré que la condition, c'était une condition asymétrique, structurelle, qui ne garantissait pas un échange équitable. Donc, je pense que déjà, le colonialisme, en tant que tel, c'est une condition asymétrique. On peut observer les prix. On a fait un travail dans un rapport sur un objet ou des objets qui étaient vendus 12 francs, alors qu'ils coûtaient à l'époque, dans les conditions du marché de l'époque, 200 francs. Et avec 12 francs, on pouvait acheter 6 ou 7 œufs. Alors, déjà, en comparant les prix de l'époque et les prix de vente, on peut se poser la question de savoir est-ce que les objets ont été vendus conformément aux standards de l'époque, dans les marchés de l'époque. On peut interroger les conditions de l'équité et de la symétrie de la vente. On peut interroger les conditions structurelles, quoi. Donc, du coup, il y a des approches qui permettent de ne pas légitimer une acquisition illégale ou illégitime d'un objet sur le simple fait qu'il ait été vendu, justement quoi, en examinant est-ce que la vente a pu être équitable ou pas. Des fois, on ne peut pas le faire parce que l'histoire est passée par là, on n'a pas les éléments d'appréciation, on ne sait plus qui étaient les acteurs, etc., etc. Mais je pense qu'au-delà du fait même de pouvoir attester de la légalité ou de la légitimité de l'échange, quand un objet est symbolique, qu'il est important, qu'il est réclamé par une communauté et qu'il a une fonction dans cette communauté-là, on pourrait considérer que ça suffit largement pour demander sa restitution. En parlant de symboles, justement, il y a eu des symboles très forts mis en place cette année par le président Emmanuel Macron, donc la panthéonisation de Joséphine Baker, ce prix Goncourt, ces restitutions des œuvres, la saison Africa 2020 qui a battu son plein pendant toute l'année un peu partout en France. Est-ce que c'est suffisant selon vous? Quelle est la suite? Est-ce que la politique de la France vis-à-vis de l'Afrique a-t-elle vraiment changé? Je pense que la panthéonisation de Joséphine Baker et la saison Afrique-France peuvent être mises au crédit du président français Emmanuel Macron, mais certainement pas le prix Goncourt, parce que le prix Goncourt, c'est quand même un jury littéraire qui est autonome du fait politique. C'est important qu'il juge un texte littéraire sur la base des critères que le jury même énonce. Il est indéniable. C'est-à-dire qu'il faut rendre à César ce qui est à César, qu'il y a un mouvement depuis que le président français est là vers la reformulation, la réinvention et je dirais même peut-être la réarticulation de la relation France-Afrique d'un point de vue symbolique. Je dirais la restitution aussi, on peut le mettre dans ce chapeau-là, quoi. Alors, la question que je me pose, c'est que est-ce que c'est suffisant? Je pense que c'est largement insuffisant. Je pense que les vraies dynamiques structurelles qui sont les liens économiques, donc la question du franc CFA, les liens géopolitiques avec l'Afrique, la question de la présence des bases militaires en France, le rapport avec l'Afrique de manière globale, je dirais la France, puissance, je dirais moyenne, qui se considère encore comme un tuteur de ses ex-colonies, avec des relations privilégiées avec certains chefs d'État, avec certains gouvernements, une présence symbolique en Afrique n'a pas du tout changé, quoi. Et je veux dire, les récents événements du Tchad, à la mort d'Idriss Déby, le rapport de la France avec le Mali, je veux dire, il y a énormément d'exemples qui nous montrent que fondamentalement, structurellement, les choses n'ont pas changé. Et que les avancées symboliques sont importantes, mais il ne faut pas qu'elles cachent un statu quo en termes, je dirais, politiques, géopolitiques et économiques. Et que fondamentalement, il y a de l'asymétrie qui perdure, il y a de la relation économique qui est de nature extractiviste et il y a une présence militaire sur le continent, bien qu'on puisse la justifier par la demande de certains États de la coopération militaire de la France, qui n'a plus lieu d'être après 50 ans ou 60 ans d'indépendance. Donc, il ne faut pas que ces mouvements symboliques cachent le fond du problème et les vrais termes de la relation qui n'ont pas changé. Et je n'ai pas le sentiment qu'il y ait un réel désir de sortir d'une relation qui a encore les traits, qui a encore une, je dirais,
mémoire issue d'un vieil impérialisme dont on a du mal à se guérir. On a du mal à envisager une relation avec le continent qui est une relation de coopération, qui est une relation d'équilibre, d'équité, de respect mutuel, de non-ingérence, de non-tutelle. Et ça, y compris dans les imaginaires, je pense, de la classe politique française. C'est pas la même relation entre l'Angleterre et le Nigeria que la France et ses ex-colonies. Et là-bas, il y a un travail fondamental, mais qui ne doit pas être laissé seulement à la France. Il faut que les États africains aussi fassent leur part. Les sociétés civiles, elles sont en train de faire leur part, puisqu'elles dénoncent, elles ne sont pas d'accord. Mais on a encore des gouvernements, dans la plupart des pays du continent, qui considèrent la tutelle de la France comme quelque chose d'absolument important, qui la demandent, et qui sont dans une relation qui des fois même est une relation de subordination et de vassalité. Je ne vais pas les citer nommément parce que je ne veux pas avoir des interdictions de visa dans certains pays d'Afrique, mais ils sont là, quoi. On les connaît, on les reconnaît, et je pense qu'il y a réellement un besoin fondamental de déconstruire cette relation-là, mais structurellement, et de la reconstruire sur les deux bases. Et je ne pense pas que la responsabilité doit en être laissée à la France. Je veux dire, si elle a des avantages comparatifs, stratégiques, qui sont liés d'une ancienne relation impériale, lequel maintient d'une certaine manière, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'elle, d'elle-même, tu vois, elle renoncerait à ses avantages, à moins qu'elle soit d'une sagesse extrême, tu vois. Donc, à mon avis, c'est l'autre terme, c'est aux pays d'Afrique de refuser des relations de vassalité, de refuser un impérialisme compassionnel, de travailler à plus d'autonomie et de souveraineté, être en mesure de prendre en charge leur sécurité. Donc, pour ne pas se retrouver dans des situations où on a besoin de la France, on fait appel à elle, puis après, on lui demande de repartir, mais tu vois, c'est cette sorte de tension ambiguë. Je pense que le travail, fondamentalement, il est à faire du côté de l'Afrique, quoi, dans le bien que les autres vous veulent, donc d'avoir votre mot à dire et d'avoir votre marge de manœuvre, quoi, et fondamentalement de la construire. Parce que ce ne seront pas des déclarations qui vont le faire ou des proclamations. C'est une construction, je dirais, consciente, méthodique, sur une durée. C'est-à-dire que si on a envie de construire son autonomie sécuritaire, bah, il faut investir dans de la formation, il faut investir dans de l'intégration africaine. Si on a envie d'avoir des économies beaucoup plus autonomes, il faut construire donc sa monnaie, sortir des anciens vestiges du franc CFA, mais décider de le faire en ayant un programme et faire en sorte que dans la négociation, parce que la relation est là, il ne s'agit pas de la rompre, mais il s'agit de la renégocier à notre avantage et pas à notre détriment. Et ça, je pense que c'est un travail que le politique sur le continent doit faire, avec une pression des sociétés civiles, quoi, et surtout sortir de la conscience victimaire et sortir de l'agency des autres, être en mesure de déployer son rapport au monde et d'avoir justement quoi, une maîtrise sur son rapport au monde. Et ce que je dis là pour la France, c'est aussi valable pour les rapports Sino-Afrique, Chine-Afrique, Turquie-Afrique, Russie-Afrique, quoi, de ne pas être juste un espace de jeu pour les autres, quoi. Le continent est devenu un espace de jeu pour toutes les puissances géopolitiques qui veulent avoir de la richesse, de la puissance diplomatique, etc. Et on ne doit plus être le jouet des circonstances géopolitiques des autres, quoi. Autre fait marquant cette année, l'instabilité politique en Afrique de l'Ouest, le coup d'État en Guinée et les coups d'État au Mali. Est-ce que vous avez été justement surpris par cette crise? En fait, oui et non. Oui, parce que, bon, le continent a connu quand même plus de 200 coups d'État depuis les indépendances, c'est énorme, mais c'est quand même ces dernières 10 ou 20 années, le nombre de coups d'État s'est réduit. Donc on avait on avait le sentiment que la transition du pouvoir dans des modes démocratiques, avec les critiques et les limites, prenait le pas sur la dévolution violente du pouvoir. Et si on observait la tendance à long terme, il y avait moins de transition violente du pouvoir que dans les années 60, 70 et 80. Et irruption dans une même zone, en Afrique de l'Ouest, à quelques mois de près de deux régimes militaires, de deux juntes qui arrivent. Alors, on est dans une instabilité, il faut le reconnaître, quoi. Djihadisme dans le Sahel, instabilité politique au Mali et en Guinée. Mais avant cette instabilité, on a été aussi dans des régimes de mauvaise gouvernance, quoi. Des gouvernants, des politiques qui font ce qu'on peut appeler des coups d'État constitutionnels, qui révisent la Constitution pour avoir des troisièmes mandats, donc qui deviennent illégitimes. Dans un autre pays, une gouvernance économique, sociale qui n'est pas bonne, de corruption, népotisme, injustice, qui amène des révolutions ou des révoltes populaires qui vont faire le lit d'un coup d'État militaire, parce qu'il faut se rappeler qu'avant le coup d'État militaire, il y a eu quand même une sorte de révolte populaire contre une mauvaise gouvernance. Et je pense que c'est des questions de fond
Et c'est des questions structurelles qu'il faut que auxquelles on doit s'adresser. Alors, dans ma réflexion, pour la Guinée, je suis juste en train d'observer, il semblerait que, en tout cas pour l'heure, la junte semble donner des signes de bonne volonté, semble mettre en place des réformes qui étaient attendues sur la question de la justice, sur la question de la corruption. Mais je pense que, comme la CEDEAO, qu'il faut que, dans un délai raisonnable, et qu'elle ait un agenda de remise de pouvoir aux civils. Il ne faut pas aussi oublier le Soudan, où il y a une société civile extrêmement courageuse qui se bat, qui essuie une répression sanglante d'un régime militaire et qui essaie de faire accoucher au sein de sa société d'une démocratie. Donc, sur le continent, il y a ces mouvements-là, il y a des sociétés civiles qui n'acceptent plus les dictatures et les régimes militaires et qui en payent le prix. Et j'ai l'impression que le continent essaie d'accoucher de quelque chose de neuf, d'inédit, mais dans la douleur. Et donc, du coup, je pense que s'il y a quelque chose de l'ordre de la réinvention du politique qui se dessine, peut-être que ces régimes-là, en tout cas, nos modes de gouvernance politique doivent être repensés fondamentalement. Est-ce que les sociétés nous disent, ce que ces crises nous disent, c'est qu'on doit se reposer et nous poser la question de savoir comment est-ce qu'on invente des formes de gouvernementalité qui font participer le plus grand nombre, qui aboutissent à un partage du bien-être, qui créent des contre-pouvoirs, qui recréent de nouveaux contrats sociaux qui sont viables et durables. Et peut-être qu'il y a à repenser les greffes qui n'ont pas prises et il y a à nous réinventer et ne pas considérer que nous sommes dans une forme d'amnésie institutionnelle et que le continent ne peut pas produire des formes du politique qui sont des formes harmonieuses et inclusives. Donc, au-delà de ces crises ça et là, je pense que ça nous dit quelque chose de beaucoup plus profond, un désir donc d'accoucher de l'inédit, mais comment est-ce qu'on l'articule? D'autres acteurs ont changé la donne en Afrique cette année, notamment dans les secteurs dans le climat, la santé. Je pense notamment à la militante écologiste ougandaise Vanessa Nakate, qui avait été effacée d'une photo prise au Forum de Davos en 2020, mais qui a été largement applaudie lors de la COP26 pour son discours et son engagement justement pour le climat. Elle rappelait que l'Afrique est le dernier émetteur de gaz à effet de serre, mais que les pays africains sont les plus touchés par la crise climatique. Puis s'interrogeait, je cite, que vous effaciez, nos voix ne changera rien, que vous effaciez notre histoire ne changera rien. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas de valeur en tant qu'activiste africaine? Quel regard vous portez justement sur cette jeune militante, elle a 24 ans, et sur ce discours? Ouais, je suis très impressionné par elle et je suis très heureux que la conscience écologique soit une question que les Africains prennent en charge. Effectivement, comme elle le dit, le continent est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre et le continent subit les effets de la perte de la biodiversité. Autour du lac Tchad, il y a de la migration climatique, il y a énormément de problématiques qui sont liées à cela. Et je pense qu'à un moment donné, il y a eu un débat sur la nécessité de la modernisation et du développement économique du continent qui faisait qu'on devait nous autoriser à polluer pour nous industrialiser et que les autres l'avaient fait et pourquoi est-ce qu'ils allaient nous empêcher de le faire. Et de mon point de vue, ce n'était pas la bonne option. La bonne option, c'était de dire nous ne devons pas répéter les erreurs du XXe siècle en termes de programmes économico-écologiques. Et nous pouvons avoir des économies vertes, des économies bleues, nous pouvons répondre à nos besoins tout en préservant la planète et la biodiversité. Et nous sommes bien placés d'un point de vue éthique et moral pour être les porteurs d'une nouvelle conscience écologique. Nous sommes ceux qui impactons le moins le climat et nous avons une démographie qui est importante. Dans moins d'un demi-siècle, la jeunesse du monde sera africaine. Donc, si nous avons une conscience écologique aiguë, nous impacterons les équilibres du monde. Selon comment le continent se comportera de ce point de vue-là, dans 50 ans, ça va avoir un impact extrêmement important sur le monde dans sa globalité. Et donc, je pense qu'on a là l'occasion de construire des rapports à l'économie, des rapports à l'écologie qui sont des rapports sains, qui sont des rapports durables, et même devenir des exemples de ce point de vue-là. Et je suis très, très heureux que de la jeunesse africaine émergent des figures importantes et qui portent ce discours-là et qui portent cette conscience écologique-là, puisqu'on a un espace, justement, on peut être un laboratoire pour totalement expérimenter autre chose, puisque nous sommes les moins industrialisés et les moins engoncés dans cette aventure dont on sait qu'elle n'est pas durable et qu'il faut changer. Et en plus, nous subissons les effets de cette perte de biodiversité. Oui. Dans le domaine de la santé, le virologue Jean-Jacques Muyembe Tanfoum
a annoncé donc le traitement Ebanga pour combattre Ebola. Il y a aussi le travail remarquable du scientifique burkinabé Ali Tinto qui a travaillé pendant une douzaine d'années sur un vaccin anti-palu, ô combien important pour l'Afrique. Au regard de la pandémie liée au Covid-19, à peine 1% des vaccins contre la transmission utilisés en Afrique sont fabriqués sur le continent, alors que la détection d'un nouveau variant au Covid-19, baptisé Omicron, en Afrique du Sud, touche plusieurs pays africains. L'Union africaine veut faire grimper cette proportion à 60% d'ici 2040 en misant sur des partenariats avec l'Europe. Selon vous, l'Afrique peut-elle vraiment atteindre cette souveraineté vaccinale? On n'y est pas. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, il y a 6% des Africains qui sont vaccinés contre 66% en Europe. Il y a la Big Pharma qui a refusé pendant longtemps de libérer les brevets parce qu'il y a des capacités dans les pays africains pour fabriquer les vaccins. Au Nigeria, le Rwanda et le Sénégal se sont mis ensemble pour fabriquer des vaccins à l'Institut Pasteur de Dakar avec un partenariat avec Biotech. Il y a beaucoup de pays du continent qui auraient pu fabriquer des vaccins s'ils avaient pu avoir accès au brevet, quoi. Au brevet. Mais je pense que ce que ça nous instruit, ce que ça nous apprend, c'est qu'il y a des domaines stratégiques, l'éducation, la santé, la sécurité, sur lesquels le continent doit construire des capacités stratégiques importantes. Et dans des crises comme ça, où on se serait attendu à une solidarité globale mondiale humaniste, et puis même rationnelle, je veux dire, si on vaccine l'Europe et qu'on ne vaccine pas le continent, ben, des variants vont se développer et le virus va revenir. Je veux dire, c'est logique. Mais on se rend compte que dans des crises comme ça, nous avons du mal à faire monde commun et humanité commune, et qu'il y a un repli identitaire, un repli clanique. Chacun se replie dans sa petite bulle, défend ses petits intérêts micronationaux, et que les grands discours humanistes et les grands discours universels ne tiennent plus, en fait, ils n'ont pas d'effet. Et donc, instruire cette réalité-là, je pense qu'il y a un travail à faire pour une souveraineté vaccinale, une souveraineté sécuritaire, quoi. Et qu'il faut investir dans des capacités scientifiques, dans des capacités techniques, dans de la formation, dans de la production, et en faire des objectifs absolument stratégiques et fondamentaux, quoi, en sachant que ben, on n'est pas encore dans un monde ouvert et tellement où la conscience du destin commun que nous partageons fait qu'en temps de crise, on pense global. En fait, il y a un repli micronational et ça doit nous inscrire dans la capacité d'autonomisation qui doit être les nôtres et de ne plus être dans des dispositifs où on quémande qu'on nous offre des vaccins dans COVAX, on nous en offre quand ils veulent. Certains sont proches de la date de péremption. Des pays ont de quoi se vacciner 5 fois et puis je me concentre sur le bout des lèvres. Donc dans ce rapport d'incapacité, c'est de ce rapport-là que nous devons sortir, quoi, et que notre désir doit être une égalité je dirais capacité, mais la capacité, elle se construit là aussi. Ce n'est pas juste de la proclamation ou de la révolte, c'est se mettre au travail, quoi, et faire en sorte que, puisque nous avons les moyens intellectuels, nous avons les moyens humains de le faire, mais que ce soit dans notre programmation stratégique, d'être en mesure d'être autosuffisant et autonome sur ces questions-là, quoi. Et je pense qu'on peut le faire si on le décide réellement et si on le programme. Merci beaucoup. On a quelques questions des internautes. Alors, il y a quelques semaines, on célébrait la restitution des premières œuvres d'art africaines sur le continent. Croyez-vous que la restitution des œuvres d'art va devenir une réalité après des années de conversation? Comment s'assurer que l'effet d'annonce ne retombera pas? C'est une question difficile. Je pense que qu'il y a déjà un début de réalité. Toi, je pense qu'il ne faut pas minimiser ce qui s'est passé là, parce que les trésors royaux d'Abomey sont importants, c'est 26 œuvres, mais ce n'est pas les 26 qui comptent. C'est la charge symbolique. C'était les œuvres qui étaient dans le royaume d'Abomey quand Dotz a vaincu Béhanzin, et ces œuvres sont importantes dans la mémoire et dans l'histoire du Bénin. Et c'est une restitution qui est significative. Et le sentiment que j'ai, c'est que c'est un chemin, ben, quand on l'ouvre, puisque avant de l'ouvrir, il a fallu tout un débat théorique sur la légitimité, sur l'histoire, sur le droit, sur la signification de ces œuvres. Donc, toute cette discussion-là a amené à cette restitution-là. Et donc, je pense que les arguments pro-restitution ont convaincu et ont gagné la bataille des idées. Et il y a une dynamique qui se met en place dans plusieurs lieux. Donc, je ne vois pas comment elle s'arrêterait, en fait. Je ne vois pas comment elle s'arrêterait, je ne vois pas pourquoi elle s'arrêterait. Maintenant, ce que je crois, c'est que le temps des sociétés est un temps non linéaire et que ça peut prendre du temps et que des objets qui ont été gardés
pendant plus d'un siècle et demi. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils soient tous restitués dans les 2 ou 3 ans et que le débat n'est pas fini et que le mouvement des sociétés n'est pas fini et que le dialogue n'est pas fini, quoi. Mais je ne pense pas que ce soit un épiphénomène. Après, il est difficile de regarder dans une boule de cristal, mais le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a un mouvement sociétal global et que ce mouvement-là, je vois difficilement sa réversibilité. Je ne le vois pas réversible, en fait. Mais voilà. Donc, il faut juste continuer à travailler de part et d'autre pour que d'autres restitutions significatives aient lieu dans d'autres lieux du continent, quoi. Et que les questions qui sous-tendent la restitution soient débattues et qu'on passe à un autre cap. Deuxième question d'un internaute. Pourquoi avoir lancé Jimsan? Votre ligne éditoriale est principalement axée sur la littérature. Votre discours résolument politique. La littérature sera-t-elle politique pour vous? Serait-elle politique pour vous? Je pense qu'elle l'est. Généralement, on pense que le politique, c'est la conquête du pouvoir et l'exercice, ce qui est vrai. Je pense aussi que le politique, c'est le lieu où on repense les rapports sociaux, où on réimagine les rapports sociaux et où on réinvente la société. La littérature est ce lieu où on réinvente notre rapport au monde, où on réinvente le rapport à nos imaginaires. Et justement, j'ai le sentiment que ce lieu-là, à partir d'un élan créateur, est un lieu fondamentalement politique parce que c'est un lieu du lien. C'est un lieu de comment nous faisons communauté humaine. Qu'est-ce qui nous rapproche? Qu'est-ce qui fait qu'on a un régime de l'intime? Et c'est un lieu dans lequel on peut articuler, à travers une création fictionnelle, une réflexion sur le politique, sur l'intime, sur le personnel, sur le groupe. Donc, et généralement, quand des questions sont traitées dans l'espace fictionnel, elles arrivent plus facilement dans l'espace historique. L'espace fictionnel est un espace qui prépare au changement, et qui fait percevoir une pluralité de mondes qui sont dans le monde. Et lorsque les horizons semblent étroits et fermés, l'espace de la fiction nous ouvre les possibilités du réel. Et une fois que ces possibilités du réel sont imaginées, il est plus facile de les mettre en œuvre au part de l'action. Donc la littérature est souterrainement, et je ne parle pas de la littérature d'engagement ou du roman à thèse, mais elle est souterrainement un lieu du politique, puisque c'est un lieu qui repense fondamentalement les rapports des humains et qui repense la société et qui invente des mondes et qui les réinvente et qui les réarticule. Léonora Miano a écrit un roman que j'aime beaucoup qui s'appelle Rouge Impératrice. Et dans ce roman, elle imagine une Afrique forte, libérée, puissante. Elle l'imagine dans ses villes, elle l'imagine dans son rapport économique, dans son écologie. Et c'est une Afrique qui se pose des problèmes d'une puissance. Donc, comment gérer ses minorités, comment gérer ses immigrés, etc., etc. Et j'ai trouvé que la puissance évocatrice de cette fable politique est une préfiguration de ce qui pourrait advenir dans le réel. Et que si on l'imagine déjà, et si on le pense dans cet espace-là, on est beaucoup plus enclin à le faire advenir dans le réel. Et ce texte-là, bien que ce soit un roman extrêmement puissant, d'une belle imagination, c'est un texte qui est très politique. Abdurrahman Ouaberi aussi avait écrit un ouvrage qui s'appelle Les États-Unis d'Afrique, un roman où il imaginait donc le continent uni et qu'est-ce que ça pouvait donner et à quoi ça pouvait ressembler, quoi. Donc il y a une puissance politique, quoi. Et dans tous les romans d'après les indépendances, de Yambo, de Amadou Kourouma à nos jours, le continent projette un discours sur lui-même et un discours sur le monde, quoi, sur les questions qui l'habitent et sur ses élans. Et ces élans-là sont politiques aussi, même s'ils sont créatifs et qui relèvent de l'imaginaire. Eh bien, c'est sur cette réinvention du monde et de l'Afrique qu'on va se quitter. Je crois qu'on a une dernière question. Oui. Allez, une dernière question. Quel conseil donneriez-vous à un jeune auteur? De se mettre à écrire, que la littérature est une forge, en fait, et que l'écriture, sa propre écriture, on la trouve en écrivant, de ne pas se poser trop de questions théoriques, vraiment d'exercer. Déjà, je pense qu'un jeune auteur, c'est quelqu'un qui a écrit par nécessité d'écrire, et qu'il y a une impérieuse nécessité, donc d'écrire, quoi, et de tout le temps écrire, et deuxièmement, d'être un grand lecteur. On apprend de manière inconsciente et passive à écrire en lisant les auteurs, on nourrit son imaginaire en lisant une pluralité d'auteurs qui viennent de plusieurs géographies psychologiques, mentales et culturelles. Et je ne pense pas qu'il y ait de génération spontanée. De temps à autre, un génie émerge tout seul, mais le fait d'être nourri par la littérature du monde est un aspect important dans la vie d'un écrivain. Être autant lecteur qu'un sujet écrivant, quoi. Et Mbougar vient d'avoir le Goncourt, donc ça veut dire que rien n'est interdit à personne. Et c'est une belle année pour l'Afrique. Le prix Nobel de littérature
vient du continent, le Booker Prize vient du continent, le prix de la littérature en langue portugaise vient du continent, le Goncourt vient du continent. Merci beaucoup, Felwine Sarr, d'avoir été avec nous ce matin. Un grand merci, Eva, et un grand merci à Jeune Afrique pour ce live. Merci.